Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 9, Karate Tiger, a.k.a. le tigre rouge. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Émission très très spéciale, on va se replonger donc dans un film qui a bouleversé notre enfance, qui l'a marqué. Le nom international c'est No Retreat, No Surrender, qu'on pourrait traduire par pas de retraite ni d'abandon. C'est une référence à une chanson de Bruce Springsteen, No Retreat. Donc c'est un film qui est écrit et réalisé par Corey Yuen, co-scénarisé par Kate Strasberg et N.J.C. Wen. Je vais présenter, parce que je ne suis pas tout seul pour parler de cette perle, je vais présenter donc mes invités, très 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 chers à mon cœur. Vous savez que j'apprécie tous mes invités, mais là encore plus particulièrement. Pour vous, on a vraiment réuni le nectar, la crème de la crème. On va commencer par un habitué, mon poteau, mon ref, mon frère d'armes, KRS. KRS, comment tu vas ? Bonsoir à tous, ça va parfaitement bien. Ok. On continue, un autre invité de prestige aussi, Philou. Philou, comment ça va ? Ça va impeccable, hein. Merci pour l'invite, mon pote. Et on va terminer par celui qui a le fauteuil de pilote parmi nous. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout dû au hasard. Ça me touche énormément de l'avoir parmi nous et il a donc répondu présent pour parler donc de ce film, voilà, encore une fois, qui a bouleversé notre enfance. Memphis est avec nous. Comment ça va, Memphis ? Écoute, Jamel, ça va nickel et toi ? Ça va très très bien. Je peux aller que très bien avec des invités d'une telle qualité. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le film est sorti en 1986 aux États-Unis. Il a été tourné en fait fin 1984. Il est sorti en salle de cinéma le 11 mai 1988 et il a fait un peu moins de 400 000 entrées, donc qui est pas mal du tout pour un film inconnu. Le budget de départ c'est $400 000 et il a rapporté, une idée, au box-office US 5 millions. J'irais 2. J'irai un peu moins, moi. Philou ? Ouais, vers 1 million, 2 millions, tout comme ça. KRS, La Caresse, 4,7 millions au box-office. C'est un film qui était distribué par Metropolitan, puis édité en VHS chez Delta Video. On se rappelle des souvenirs, des Delta Video, le générique de départ, il nous a tous marqués. Donc c'est un film qui fait environ 1h38. Et on peut regarder donc le pitch sur Allociné. Et on trouve Jason, jeune élève de karaté et grand admirateur de Bruce Lee, va être amené à affronter le terrible Ivan le Russe, redoutable combattant et puissant membre de la pègre qui persécute sa famille. Ils ont un petit peu mixé le pitch parce que c'est pas vraiment ça. Moi, je préfère le synopsis sur Wikipédia. Jason est un jeune karatéka qui s'entraîne dans le dojo de son père à Los Angeles. Après l'entraînement, le père du Jason reçoit la visite de mafieux qui veulent l'engager dans une organisation criminelle. Comme il refuse de céder, le chef des criminels le force. Je remémore comme ça des images qui reviennent, des bribes. Le genou, quoi. Voilà. Comme il refuse de céder, le chef des criminels le force à se battre contre ses deux hommes de main et l'un d'eux, Ivan, lui brise la jambe. Le père de Jason décide alors d'emmener sa famille à Seattle et d'y ouvrir un bar, abandonnant définitivement le karaté. Mais Jason continue de s'entraîner, ce qui agace son père et qui, de colère, met à sac la salle d'entraînement de son fils. Désemparé, Jason demande à son idole, Bruce Lee, dont le portrait est affiché dans la pièce, de lui venir en aide. Pendant la nuit, le fantôme de Bruce Lee lui rend visite et commence à entraîner au Jeet Kune Do. À force de courage et de volonté, de pratiquant moyen, Jason devient rapidement un combattant hors pair. Bientôt, il aura l'occasion de venger son père lorsque Ivan, à la demande de son patron, vient à Seattle défier les combattants des dojos locaux. Donc voilà, l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est de redorer le blason de ce film, parce que encore une fois, c'est pas du tout un nanar, peut-être excepté la voix F de Van Damme qui est abusée, mais tout le reste, je trouve que ça tient la route, ça a du sens, et c'est un peu notre Madeleine de Proust. Donc je suis peut-être pas objectif, c'est vrai, mais c'est une époque où tu vois que le film, il faisait plus avec le cœur qu'avec le porte-monnaie. Donc le film, il a tout son charme des années 80, les films en pellicule, la musique funk, les synthés. Donc voilà, c'est pour nous une pépite et on va expliquer pourquoi, point par point. Déjà, la première question à mes invités, comment avez-vous découvert ce film légendaire ? KRS, je te laisse commencer. Alors nous, sachant que j'habite dans le 92, dans une ville qui est très proche d'un grand centre commercial qu'on connaît, mais qui n'est pas... Il fut un temps, on n'était pas un centre commercial, mais juste un magasin qui s'appelle Auchan. Un grand magasin, ouais. Un grand magasin, les gars. Et à cette époque-là, il y avait donc un vidéo futur de l'époque. Tu peux nous redonner un peu l'année pour... Ça devait être dans les années 90, 91, je dirais. Ok. Voilà. Ok. Et nous, on avait l'habitude de récupérer des
Voilà, des films qu'on trouvait sans avoir forcément de référence auparavant. Et on y allait, on prenait une cassette comme ça. Et en fait, on arrive et on voit un homme avec une sorte de collant blanc sur le truc. Et puis ce mec-là, il me dit quelque chose, j'ai déjà vu ailleurs. Mais je me dis, mais j'ai jamais vu ce film-là, c'est bizarre. Bah, je vais le prendre. On le prend. Allez, c'était 25 francs à l'époque pour la location de la cassette. Puisque c'était un truc de location de cassette. Hein. D'accord. Pour les plus jeunes d'entre nous, les cassettes, c'est un Les VHS. Voilà, les VHS aussi, comme on dit. Enfin, les VHS, C'est ouais. un gros rectangle qu'on met dans un magnétoscope. Et voilà, ça tourne. Et ça nous met une magnifique image chaude. Et du coup, on arrive chez nous, on met ça, parce qu'en fait, pour nous, c'était comme un moment privilégié, parce que les films, nous, on les mettait tous les vendredis. Voilà. Pour certains, le vendredi, c'est très important. Ben, pour nous, à l'époque, le vendredi, c'était important pour ça. On se réunissait et ma mère, elle faisait un repas particulier qu'elle faisait pas tous les autres jours de la semaine. Et cette fois, ben, c'était cette cassette blanche avec une écriture rouge. On s'est dit, ce soir, ça va pas être mal. Peut-être. Et là, on met la cassette et il va se passer ce dont on va vous parler ce soir. La magie a opéré. Super. Bah écoute, très bonne transition, Memphis. Tu peux nous dire comment toi tu as découvert Karate Tiger? Bah alors moi en fait ma mère aussi elle s'était abonnée à Vachette ou Je me rappelle plus, mais je sais qu'on était abonné à un truc. On recevait des cassettes tous les mois. voilà, donc tous les mois on avait une cassette et un jour on a reçu une cassette blanche avec des écritures rouges Karate Tiger. Donc vous étiez abonné à un service de VHS par correspondance, C'est ça. Exactement. si j'ai bien compris, dans le cadre d'un abonnement, et vous receviez en fait des titres, mais que vous commandiez pas forcément, juste les nouveautés. Tous les mois, on recevait une cassette au hasard. Au hasard, une cassette. Et on est tombé sur Karate Tiger dès le début. Dès le départ, au début de l'abonnement. Je crois que c'était l'une des premières. Là. Au début d'abonnement, en fait, on a reçu pas mal de films de... Juste de... pour préciser aux éditeurs, Philo et Memphis sont frères. Bon, les frères, c'est mon grand frère. Voilà, c'est pour ça que voilà, il y a une connivence déjà et que l'un répond et précise Voilà. par rapport à l'autre. Dans mes souvenirs, on avait reçu pas mal de cassettes de genre de kung-fu, trucs comme ça. Des films avec... Steven Seagal. Exactement. Et ensuite, on a commencé à recevoir, mais vraiment d'affilée, hein, des cassettes de Van Damme. Et la première qu'on a reçue de mes souvenirs, c'est Karate Tiger. Après, ça a été tout le reste, Kickboxer et tout. Mais genre d'affilée comme ça. La magie. Ah ouais, la magie. Le mec qui fait le grand écart. On va en parler, garde tes cartouches. On va garde ta flexibilité, on va en parler. Quelque part, ce que vous avez vécu, vous, c'est un peu l'ancêtre du Netflix, en fait. C'était des propositions, des recommandations qui étaient faites comme ça. C'est ça. Exactement. Pour ma part, c'est encore une autre trajectoire. À cette époque, j'habitais à Sarcelles et on avait un centre commercial qui s'appelait Les Flanades, qui est toujours d'actualité, et il y avait un magasin qui s'appelait Paquebot. C'est vraiment l'ancêtre de Auchan. Et donc, on est en 1991 et je me balade sur une grande allée et là, je vois un rayonnage, tout de suite, un film qui attire mon attention. Et je vois effectivement Jean-Claude Van Damme sur la jaquette et tout de suite, je me dis, waouh, c'est qui ce mec-là, le charisme qu'il dégage et tout. Et ça m'a impressionné. Et le petit détail qu'il y avait, c'est que avec le film, il y avait un t-shirt. Il y avait le t-shirt du film. On l'a eu. Dire à quel point les Américains étaient déjà dans le marketing. Mais à l'époque, en 1991, un film avec un t-shirt, la jaquette du film, quoi. Je retourne la jaquette et je vois admirateur de Bruce Lee. Et comme tous les jeunes maghrébins des années 90, on a grandi avec René Château Vidéo et tous les films de Bruce Lee. Du coup, moi, je vois ça. L'identification, elle est immédiate. J'ai retrouvé l'affiche originale. Je vais vous la montrer. À travers le temps normal, c'est là. Physiquement, il n'y avait rien à dire. C'est ça. C'était hors norme. Quelque chose que j'avais jamais remarqué. En fait, on voit Jason à deux reprises. On le voit en haut en train de se manger des coups de coude, mais en fait, il est là au niveau du bras, il met un kick. Ouais. Petite particularité dont je voulais vous parler, c'est indiqué, comme vous pouvez le voir, son dernier combat. J'ai jamais compris le dernier combat de qui. Grave. C'est intéressant de se poser la question concrètement. Alors, je me suis dit quelques petites hypothèses. Est-ce que c'est le dernier combat de Jason, puisque ensuite il repart avec Kelly et du coup il arrête les arts martiaux? Ou alors Divan. Est-ce que c'est Ivan, comme c'est sa défaite ultime, il arrête aussi de travailler pour la pègre? Je ne sais pas. C'est toujours un mystère. Ce qui est incroyable, c'est que Jean-Claude Van Damme est à l'affiche de la jaquette et ce n'est pas lui l'acteur principal, ce qui était quand même très très rare, alors qu'il était mis en avant du fait de son charisme, alors qu'il était encore inconnu. Et le charisme qu'il dégageait, en fait, concrètement, le distributeur a fait le choix de le mettre lui en avant. Donc c'était quand même quelque chose d'assez rare. Et donc maintenant, je vais vous montrer la jaquette du DVD, donc qui est sortie bien après. Donc c'est celle-ci.
Oh, c'est ressemblant. Il y a juste, il y a pas de Jason. Et là, bizarrement, il a marqué son premier combat. Donc, va falloir m'expliquer what the fuck, en fait. Donc, À mon avis, ils se sont dit, Non, mais- on a merdé quelque part. Attendez, tu vois. est-ce que les mecs se sont dit, ouais, tu te rappelles de la VHS Karate Tiger, c'était marqué quoi, son premier, son dernier? Ah, vas-y, frère, c'était son premier. C'était son premier, je crois. Bah, ouais, parce que Van Damme, c'était son premier. Donc, ce film, il est atypique. Grave. On continue. Alors, on va parler donc des personnages. Le premier est Jason, donc le héros, interprété par Kurt McKinney. Sa filmographie, elle est très très maigre. Il est apparu dans des séries dans les années 80 comme Alf ou Les Routes du Paradis, et de manière un peu plus récurrente dans un feuilleton au style Amour, gloire et beauté, entre 1996 et 2009. Le sitcom s'appelle Haine et Passion, donc c'est sorti aux États-Unis. Et il a aussi joué le rôle d'un jeune policier, donc coéquipier d'un flic expérimenté dans le film Vengeance sur parole. Ça, c'est vraiment les titres des années 90, donc sorti en 93. Alors, dans le rôle, Jason, moi je trouve qu'il se débrouille super bien dans son jeu, j'entends. Je trouve qu'il est crédible de passer justement de la victime, celui qui se fait hagar, au beau gosse musclé, plein de confiance. Je trouve qu'il a une vraie condition physique, ça c'est J'allais dire, indéniable. physiquement, il est Tu vois chaud. qu'il est super investi dans son rôle. Dans une scène, il met un coup dans un sac et le sac en fait se brise et en fait c'était pas prévu dans le scénario. Ils ont gardé la séquence. C'est une vraie scène surtout. Exactement, ouais. Tu mets ton pied, enfin, tu sautes, tu te loupes, tu tombes, enfin, tu peux te faire mal, enfin voilà. Il faut savoir qu'il a été casté pour le film parce qu'à la base c'était un jeune espoir américain du taekwondo. Ah, c'est pour ça que, ouais. Voilà, il était ceinture noire, champion de kickboxing amateur. Ah, plus que des bases. Par contre, petit bémol, vous vous rappelez tous de la scène sur les pompes à deux doigts. En fait, il portait un harnais et il se faisait tirer par des câbles tout fins qu'ils avaient peints en bleu ciel, tu vois, en blanc au ciel par rapport au fond. Et c'est ce qui permettait en fait d'alléger la pression sur ses deux doigts. Donc ces petits malins, quand toi t'as 12-14 ans, t'essaies de déchirer à faire la même parce que tu te dis ouais le gars tu le vois en fait comme ton héros. Le cinéma, bon petit trucage. Donc voilà, ça on le sait 30 ans plus tard quoi. Je me rappelle très bien de cette scène. Et je le respectais de fou pour ça. Parce qu'on a essayé. On a essayé mais on s'est fait plus des élongations qu'autre chose. On s'est fait quelques foulures. Effectivement, donc dans le film, il apprend le fameux coup enseigné par Bruce Lee. Et Ouais. c'est vraiment, concrètement, c'est vraiment un clin d'œil à ce coup spécial, on va dire. C'est un des skills de Bruce Lee qu'on peut découvrir donc, dans Opération Dragon sur le premier combat. Quand même, la condition athlétique, elle était quand même impressionnante. Sa condition physique, je me disais, il est vraiment chaud. Il faisait des trucs. Quand t'es petit, tu veux refaire directement derrière, tu vois, comme un imbécile, tu vois. Je sais pas si ça l'a accéléré cette scène ou pas. Il a des espèces d'élastiques, en fait, là. Des trucs pour les coups de poing. C'est accéléré, ça. C'est accéléré, ça Ouais, me c'est vraiment, quoi. accéléré, ouais. Ah ouais, je me dis, c'était une Ouais, machine de guerre, c'était Ouais, pas ouais, possible. si. Avec les élastiques, aujourd'hui, maintenant, c'est la mode. Tout le monde utilise ça dans les workouts. Et sauf que c'était des élastiques en fer. Ouais, c'était des C'était des ressorts. ressorts et c'était très très puissant. Franchement, la manière dont quand je revois aujourd'hui avec mon œil d'adulte la scène, ça me paraît quand même accéléré à 1,5 sur la table de montage. Gentiment. On passe à Jean-Claude Van Damme, a.k.a. Ivan le Russe, a.k.a. Ivan Klashinsky. Donc, c'est un de ses premiers rôles, en tout cas rôle majeur, le rôle du méchant. Il dit à tout le monde que son premier rôle, c'est Bloodsport, comme s'il l'assumait pas. Mais en réalité, c'est bien Karate Tiger. Bien sûr. Le directeur de casting, qui était aussi co-scénariste, donc qui s'appelle Kees Strandberg, lui, il raconte en anecdote qu'il a fait appel à un studio et il s'attendait, en fait, après l'appel de casting, de recevoir entre 30 et 40 candidats. Et résultat, ils se sont retrouvés avec des centaines de personnes à l'extérieur, en file, sous la chaleur de Los Angeles. Du coup, il a été très, très surpris, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est lui qui a sélectionné les différents personnages du film, dont Jean-Claude. Il a été sélectionné parmi une centaine de... Le tournant de sa vie. Exactement. Donc, c'est pas Bloodsport, c'est vraiment Karate Tiger qui l'a mis sur les rails. Il est ultra charismatique dès la première apparition. Son costard blanc, Costard blanc. Le regard, le regard. la bouche. Il est investi de fou. Tout de suite, c'est électrique. Tu te dis, mais qui est ce gars? Tu sais qu'il fait flipper déjà d'entrée. Il est froid. Il vient du Nord. Et en plus, il est dans cette guerre froide, t'as vu? On est en plein dans la guerre froide, que ce soit avec Rambo. Parce qu'à cette époque-là, les méchants, c'était les Russes. Depuis, ils viennent un peu plus du chaud, on va dire, d'endroits un peu plus chaleureux. Même si là, comme je disais, avec l'actualité, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je disais tout à l'heure, donc il a en grand sur la jaquette, alors qu'il apparaît à peine 15 minutes dans le film. Au début et à la Au fin. début, à la fin, ouais, effectivement. Voilà. Encore une fois, moi je trouve que c'est hyper atypique. Je connais pas d'autres films où un personnage apparaît 15 minutes et il est en grand sur la jaquette. C'est pour dire que vraiment il avait fait une impression incroyable. Ensuite, donc, Karate Tiger, le tigre rouge,
Qui est le tigre rouge, en fait? Pardon. Je pense que le tigre rouge, c'est Jason. J'ai mon interprétation aussi. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il est habillé en rouge avec son survêt. Avec son kawaii, c'est ce que je me suis dit, voilà, exactement. Donc, Moi, c'est ce que je vois comme explication. Ouais, mais surtout, c'est qu'en fait, on n'a aucune réplique dans le film où il y a ce tigre et ce rouge, en fait. il n'y a aucune illustration. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que le film s'appelle No Retreat, No Surrender à la En base. vérité. Mais les distributeurs, ils aimaient bien remixer les titres, redonner des noms anglais. En l'occurrence, là, Karate Tiger. Ils se sont dit peut-être le petit dragon avec Bruce Lee. Là, on va faire La version américaine. Tigre rouge, effectivement. Ils ont vu la fin du film. Ils ont dit, vas-y, mets le titre en rouge, truc, ok. Je pense que c'est plutôt une référence au film de Kung Fu de l'époque où il y avait beaucoup de tigres. C'est plausible, hein. Toi, je sais que Memphis, le charisme, dès la scène d'introduction, Ah ouais. ça t'avait marqué, en fait. Ton premier ressenti, encore une fois, Van Damme, on ne le connaît pas. Ce n'est pas la star. En fait, déjà, il arrive déjà, il est sapé. Déjà, grosse voiture. Ils arrivent, ils descendent. Déjà, ils sont tous habillés en noir, si je dis pas de bêtises. Il y a que lui qui est habillé en blanc. Déjà, il se dénote. Il se démarque. Regard froid, bouche tirée vers le bas, menton vraiment en avant, dos droit. Et physiquement, il est au top. Son regard en dit long, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que quand son collègue avec le kimono noir se bat avec le père de Jason, et qu'il est un peu en difficulté, même si t'as pas encore vu le film, hein, tu le découvres, tu sais que le mec en blanc, il est pas là pour rien et qu'il va faire un truc... Dès qu'il va intervenir. C'est ça. Ça va être une arme blanche. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Memphis, déjà, le contexte, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent pour racketter, on va dire, le dojo du père de Jason. C'est pas vraiment pour le racketter, hein. C'est un peu comme dans le jeu de la mort, où en fait, c'est la pègre qui essaie d'agrandir leur réseau de mafieux, de gangs, et en fait, ils prennent des mecs qui sont reconnus comme étant des fortes têtes, en tout cas dans leur art martial respectif. Parce que quoi que vous fassiez, nous vous aurons. Le contexte, c'est que quand ils viennent pour essayer de négocier à la dure, on voit tout de suite que la caméra, elle se braque beaucoup sur Van Damme. Et on voit que lui, il est là en tant qu'observateur. Et il observe et il se dit, t'as vu si ça se barre en steak? Moi, je suis là, t'as vu? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand le gars en noir, il est quasiment par terre. Van Damme, en fait, il vient pas directement taper le père de Jason. Il lui marche dessus. Ta réplique, elle est encore mieux. C'est pas qu'il s'appuie sur lui. C'est qu'en fait, il montre au monde, entre guillemets, c'est des miettes, en fait, ces mecs-là. Moi, je viens, les gars, attention, c'est pas de la blague. Et il arrive, coup de pied sauté, 3 patates, retourner sauter devant Dame. Et c'est une très bonne transition parce que c'est aussi le travail du réalisateur qu'on va présenter dès maintenant. Donc le réalisateur Ko Rei-wen, qui est un réalisateur chinois qui est né en 1951. Et c'est vraiment pas n'importe qui. Donc il a été formé à l'Académie de théâtre chinois à Hong Kong avec comme autres élèves Jackie Chan et Sammo Hung. La légende de l'école veut que les élèves y signent un contrat autorisant leur maître à les battre à mort, s'il le faut. C'était vraiment à la dure. Et l'enseignement portait principalement sur l'acrobatie, les arts martiaux et le jeu d'acting, avec une pratique d'environ 18 heures par jour. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de séries B, donc de direct ou vidéo, de petits films de karaté. Également réalisé 2 films avec Jet Li. Mais c'est surtout un chorégraphe, donc des combats hyper talentueux. Il a supervisé les combats dans L'Arme Fatale 4, En Sursis et Le Baiser Mortel du Dragon. Et il a aussi co-réalisé Le Transporteur avec Jason Statham. Donc il se distingue vraiment par son aptitude à mélanger les combats à main nue et avec des armes à feu. Un bon réalisateur, pas autant que de grands comme John Woo ou autres, mais sa force de frappe, c'est le cas de le dire, c'est la chorégraphie. Et dans ce film-là, ça se ressent. On revoit les scènes d'action, elles n'ont pas du tout pris une ride, c'est incroyable. C'est ça. On continue donc sur les personnages. Pour en revenir à Van Damme, donc Jean-Claude Van Damme, il n'était pas connu, encore une fois, mais au niveau du tournage, les témoignages que j'ai pu retrouver disent en fait qu'il était pressenti comme étant une future star des films d'action, alors qu'il n'avait jamais rien fait, mais ne serait-ce que par son charisme. Et c'était quelqu'un de très respectueux pendant les scènes, quand c'était coupé. Il parlait pas encore super bien l'anglais, et du coup, il restait dans son coin. Il était beau gosse, il avait son petit sourire en coin. Pour lui, c'était enfin l'accomplissement de son rêve après 3 années de galère et d'incertitude qu'il avait passé à Los Angeles. Donc du coup, pour lui, l'investissement, elle était au max. Et il avait ce petit côté tranquille pendant le tournage, respectueux avec tout le monde. Voilà, donc ça, c'est intéressant de se remettre un petit peu dans ce contexte-là. On va parler, donc j'enchaîne direct, sur le Bruce Lee fantôme,
Kim Tae-chung. Attention, ça va être du lourd. Acteur coréen qui interprète le fantôme de Bruce Lee, donc le sensei de Jason. Je pense qu'ils auraient pris mon petit frère Samir, ça aurait fait l'affaire normale. Ça a été un flop. Il avait déjà interprété Bruce Lee dans le jeu de la mort, 1 et 2. C'est le même acteur. Et en fait, il parlait pas anglais du tout. Donc, il se comprenait pas en fait avec Kurt McKinney, donc qui joue Jason. Du coup, en fait, l'équipe elle a engagé un coach de dialogue coréen pour le guider à prononcer des mots à un débit et un timing adapté à la langue anglaise. Donc, du coup, lui, il parlait en coréen de manière très lente pour faciliter la synchro après son. Alors, c'est clairement une forme d'hommage à la Bruce exploitation des années 70, puisque 70 début 80, puisque après la mort de Bruce Lee, il y a plein de films qui ont surfé sur des films des sosies de Bruce Lee. Il y avait énormément de demandes, parce que les gens étaient friands de revoir Bruce Lee, et donc on a eu le droit à des Bruce Lee LI, des Bruce Low, des Bruce Lung, des Bruce Lee LAI. Et je me souviens d'avoir écouté un podcast qui m'avait assez marqué. C'était une époque incroyable, hein, c'est dans les années 80. Il y avait un producteur français qui avait essayé de vendre à un distributeur européen un film qu'il avait lui-même acheté auprès de producteurs chinois sur un film vraiment, mais où il n'y avait aucun budget. Et donc, il essayait de revendre ce film. Et il explique que l'acteur qui joue dedans s'appelle Bruce Lee. Pourquoi ? Parce que c'était un ancien élève de Bruce Lee. Bruce Lee avait un dojo à Seattle. Il dit que c'était un ancien élève de Bruce Lee et il avait inventé, pour essayer de passer son film, il dit en fait, il s'appelle Bruce Lee parce que dans la tradition chinoise, quand vous devenez plus fort que votre maître, vous enlevez Une lettre? A. Il a capté. En fait, quand vous devenez plus fort que votre maître, vous enlevez une lettre à votre nom de famille. Du coup, on était passé à Bruce Lee. Mais si lui, il devient plus fort que son propre maître, il va s'appeler Bruce L. Et après, l'autre, il a plus de nom de famille en fait. Les mecs sortaient des trucs invraisemblables. Encore une fois, il n'y a pas internet, tu peux rien vérifier. Un audace et un culot pour sortir ce genre de choses. Mais de fou. Et cet acteur, il a également joué avec Jackie Chan, qui est un peu un mix de La Fureur de Vaincre, Big Box, enfin bref, c'est un espèce de mélange comme ça. Les bruitages, l'écoute, t'as l'impression que c'est le choc de 2 boîtes d'allumettes, mais c'est horrible. Mais c'est un nanar de fou par contre. Et t'as Jackie Chan qui est très jeune. On va passer à G.W. Fails, a.k.a. R.G. Madison, 3e du nom, fan de Michael Jackson, pro du Smurf. Le Smurf, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est l'ancêtre du breakdance. Très charismatique dans le rôle du meilleur pote. C'est le sidekick génial. Il trouve une piole à Jason. Il réussit à remettre avec sa meuf. C'est lui qui lui trouve un dojo. En tout cas, voilà, il l'encourage 2 fois à la fin. C'est vraiment le pote bienveillant. D'ailleurs, à la fin, il dit no retreat, no surrender. Parce que nous, c'était Jason, n'abandonne pas, tu n'en as pas le droit. En fait, il dit pas ça du tout. À un moment, il mange une glace pendant l'entraînement quand Jason s'entraîne à l'horizontale. Sur son cou? Je pense que cette scène, elle passerait pas du tout de la même manière aujourd'hui. Moi, Jason, tout de suite, je l'ai kiffé. Jason, R.G. Madison. Il a un bon fond. Il a un bon fond. Ouais, c'est c'est vraiment bien le sûr. pote idéal que t'aimerais avoir, surtout quand tu viens d'emménager quelque part. Il te connaît pas, ouais, tu veux que je t'aide à déménager. Enfin voilà. Il lui trouve un endroit quand il se fait têche par son daron, par son père. RG, moi, c'est vraiment un personnage aussi qui a un vrai plus. Parce que des fois, tu as des seconds rôles qui sont pas intéressants, malgré les personnages principaux. Mais lui, il a une vraie valeur ajoutée. Et c'est vraiment un personnage qui m'a marqué. Et en plus, qui a son propre univers. Comme je dis, c'est pas un ersatz de Jason, genre lui aussi, il aime le karaté. Non, non. Lui, il est dans son trip. Et il lui fait comprendre, hein. Voilà, moi, je suis la danse. Moi, le seul truc que je me rappelle bien de lui, c'est sa petite coupe au gel à la Michael, là. Elle était exceptionnelle. C'est genre, voilà, le gars sûr, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ça j'aime bien. Ouais, c'est une sorte de mélange de Huggy les bons tuyaux et de Michael Jackson, quoi. On passe à Scott, le bouffi obèse, et qui est Kathleen Pham, donc c'est son nom. Lui aussi, je trouve qu'il assure super bien son rôle. Il est grave vicelard, mais en même temps, je trouve qu'il a un côté attendrissant. Je suis pas d'accord. Je comprends tout à fait ton point de vue. On peut supposer quand même qu'il est raciste. Ah oui. On peut le supposer, mais en fait, il y a une scène qui n'a jamais été tournée dans le scénario. On comprend d'où vient l'animosité vis-à-vis de RG. Il y a une scène qui devait se passer donc dans le lycée et dans le cafétéria. Lui, il a un plateau et avec plein de bouffe, bien sûr. RG est dans les escaliers et en fait, il le fait trébucher accidentellement. Et lui, en fait, il se fait humilier devant tout le monde. Voilà, et c'est un peu ce qui est à l'origine de son ressentiment profond. D'ailleurs, à la fin, il aide quand même Jason avec la chaise. Il mord aussi le pied de Van Damme. Voilà, c'est ça. Je peux comprendre qu'on n'est pas forcément, on va pas la réhabiliter. Il a ses torts. Je suis un peu plus nuancé maintenant.
Avec ton œil d'adulte, oui, tu vas nuancer le truc. Mais quand nous, on l'a regardé, on avait quel âge, je veux dire. 11 ans. Donc Ouais, forcément, tu même avec ton regard d'adulte, le mec qui t'appelle négro à 2 reprises. Voilà. Ah oui, oui, oui. On va en parler de ça, hein, parce que Salopard de Russe aussi, c'était pas mal. C'était à une époque, parce que ça, tu l'as pas Non, retenu. mais après, ça, c'est les années 80, 90, tu vois. C'était open bar. Tu pouvais sortir ce que tu voulais, faire ce que tu veux. Qu'aujourd'hui, tu peux pas. C'était incroyable, Il n'y ça, avait quand pas même. de CSA, je crois, à l'époque. Les mecs, ils arrivaient, moi, Il y ça avait m'a juste choqué, le en fait, S. même à l'époque. T'es Salopard de Russe et tout, mais... Ça passait normal. Aujourd'hui, les gens se plaignent, on peut plus rien dire. À l'époque, c'est même pas on peut plus rien dire, c'est qu'il y avait une prise de confiance sur certaines autres communautés. Exactement. Dans la VO, il dit pas ça. Il ne dit pas ça. Ah ouais? Nous, on découvrait le monde. On a 10-11 ans. Tu vois, donc on se dit, bah, c'est ça les films. Mais en fait, non. Et c'est impressionnant de voir qu'il y avait une forme d'impunité. Et il y avait cette forme-là aussi de, comme tu dis, de pouvoir utiliser des dialogues et un peu de les modifier, de les changer. Enfin, on va aussi en parler. Mais c'est vrai, ce côté-là, ajouter le côté raciste du personnage. Donc en gros, c'est la VF, ça s'est fait plaisir. Voilà, dans la VF, ils avaient comme ça quelques souplesses où ils se permettaient on va dire, de caricaturer davantage les personnages, ce qui n'était pas forcément le cas. On passe au second rôle. La copine, Kelly, Cathy Sileno. Moi, je trouve qu'elle passe super bien. C'est son petit charme, son petit caractère. Elle passait crème. Frankie. Peter Sugarfoot Cunningham. Sugarfoot, c'est son aka. Le karaté noir, il déchire. Et attention, Il est fort. c'est un vrai champion de kickboxing. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, mais dans ses déplacements, dans sa manière de bouger, tu le sentais déjà. On peut voir certains de ses combats sur YouTube. Et c'était vraiment une forte tête. Et c'est aussi quelqu'un qui a affronté à 2 reprises Dida Diafat, qui est aussi un champion de boxe thaï, qui a également joué bien plus tard avec Jean-Claude dans le Légionnaire. Dans le film, tu sens que c'est pas un acteur. Tu sens que le mec, il sait se battre. Tu sens que le mec, il sait donner ses coups, sait retourner, sa manière de se positionner. Le mec, il maîtrise son sujet, quoi. C'était même le plus rapide, en fait, dans parmi tous les combattants du film. Et le coup final qui se prend par Ivan, il a vraiment été assommé. Et ils ont gardé la prise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez impressionnant. Il le jette dans le corde, il revient et lui, il met un coup de pied retourné. Ouais. Et là, il tombe net. Et Van Damme, c'est là où tu vois qu'il avait déjà quelques compétences d'acting, comme tu disais Memphis, c'est que tant que le réalisateur il n'a pas dit stop, Continue. lui, il est dans son rôle. Et dès qu'il a dit couper, il est parti tout de suite le voir. Ouais. Tu vois, quand t'as pas l'habitude, tu vois que le gars, là, il joue plus. C'est réel. Tu sors de ton rôle. Maintenant, la caméra, elle tourne. Il s'est pas arrêté, du coup. Et il y a vraiment eu les pompiers qui sont arrivés après. Pour moi, ce combat, c'était le plus marquant. Enfin, en tout cas, c'est celui que je connais vraiment par cœur. On continue avec Dean Ramsey, donc, qui est joué par Del Jacobi. Donc, c'est celui qui incarne le mec au début, on va dire, le second couteau, le second rôle en fait du grand frère, qui est un peu orgueilleux, d'ailleurs, qui va s'occuper de Jason dans la fête, dans Je l'anniversaire, vois très bien. qui est vraiment son concurrent direct, très condescendant. En fait, quand tu ne l'aimes pas, c'est que le mec, il joue bien. Exactement. Si tu as du ressenti sur lui et de l'animosité, c'est qu'il a assuré son rôle. Et comme je disais, dans la scène du dojo, tu as Jason qui a à peine le temps d'écrire son nom, il arrive derrière, c'est bon, t'as fini. Il lui arrache la feuille. Antipathique, il lui arrache la feuille. Quand il arrive, il lui dit ah tiens, c'est lui le boss du dojo. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, c'est lui. Pourquoi tu m'agresses, frère? Donc là aussi, je pense que c'est aussi une souplesse de la part des comédiens doubleurs, mais je trouve que ça rajoute un cachet à ce personnage-là. Lui, il prend très très cher, hein, par contre, à la fin aussi. C'était mérité. C'est le gars qui veut séduire Kelly. C'est vraiment le concurrent. Et d'ailleurs, il expliquait dans une interview que dans la vraie vie, sa copine s'appelait justement Kelly. Ah, Il a un petit rôle dans Kickboxer 2, il apparaît, et il est aussi un boxeur figurant dans Rocky 5. Mais là, c'est très compliqué pour le voir, il est dans la salle en arrière-plan. Il a aussi joué dans un film où il se fait carrément démonter par Jet Li, et il a aussi joué dans un film qui s'appelait Le Cercle de Feu, avec Don Wilson. Oui, Don Wilson, ouais. Don the Dragon Wilson. Donc c'est quelqu'un qui a pris très cher, et à force de prendre cher, il a décidé d'inverser la tendance, et il s'est lancé dans une carrière de réalisateur un peu sombre, celle du navigateur en mode privé, on va dire. Pendant environ une décennie, donc en utilisant un pseudonyme. Donc il a été acteur, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas plus réalisateur qu'acteur. Mais maintenant, voilà, là il s'entraîne dans sa salle, il a sa salle à Los Angeles. Aujourd'hui, là Ah ouais, aujourd'hui, et vraiment il a mis de côté toute cette carrière-là. Et surtout, en fait, une envie d'aider les élèves qui sont des femmes, des enfants et tout. Et il a vraiment une bienveillance et il a envie en fait, on sent une envie d'inculquer les valeurs du sport. C'est ce que j'ai vu aussi sur son Instagram, beaucoup, quoi. Et il est donc instructeur de kickboxing.
On peut parler aussi du père de Jason, Ouais. Timothy D. Baker. Moi, je trouve qu'il est super crédible. Daron, colérique mais protecteur. Il arrive à se remettre en question à la fin du film. Mais il a pas le choix. Il est face à l'évidence. Son fils est plus fort que lui. Exactement. Il se fait tabasser en sortant du bar. Il a la jambe, il est quand même handicapé. Et il envoie du lourd quand même. Mais ouais. Non, même blessé, il envoie du lourd. Il est face à l'évidence, mais tu connais les darons. Il y en a qui sont très très orgueilleux. Tu peux Exactement. leur montrer la vérité, tu peux leur montrer tout ce que tu veux. C'est vrai. C'est leur enfant, ils auront toujours du mal à reconnaître. Mais là, son fils l'a sauvé, donc malheureusement, il peut pas se cacher derrière son orgueil. Bah, moi, perso, c'est pas cette facette que j'ai vue de lui. C'est le côté code de l'honneur du karaté, en fait. Parce qu'en fait, tout le film, on voit qu'il veut pas que son fils se venge, il veut pas qu'on utilise la violence. Je suis d'accord avec vous. À un moment donné, on voit que il se rallie à son fils parce que bah, il est meilleur que lui et tout ça. Ce qui me gênait, c'est que je savais qu'il était fort, mais qu'il n'utilisait pas tout son pouvoir. Donc, Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que voilà. Tu vois, ça me gêne un peu dans le truc, tu vois. Il n'a pas confiance en lui, peut-être? Voilà, il sortait pas toutes ses tripes, tout ce qu'il avait comme pouvoir, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui le retenait, mais on le savait pas. Et c'est le code de l'honneur, je crois. Ouais. Hmm. Ou peut-être que c'est son interprétation du karaté. Peut-être que lui, c'est vraiment que pour la défensive. Dans le premier temps, je pense que c'est pas la peur vu qu'il se bat avec le mec en kimono noir au début. Donc il y va. En gros, il dit bien, ouais, si vous y tenez, enfin voilà. Par contre, dans le bar, il en essuie quand même. Il se fait insulter, il lui renverse le verre sur le visage. ouais. Il partait, c'est le mec qui est venu le chercher et à ce moment-là, il était dos au mur. Donc il n'a pas pu faire autre chose que de... Il lui a dit, j'avais pas fini avec toi, quoi. Il ne revient jamais. À ça, jamais. Ah, les dialogues, ils sont légendaires. Par contre, il y a une incohérence que je voulais, mettre en valeur avec vous. Sachant que Jason, à la base, il déménage donc de Los Angeles à Seattle, il se rend à l'anniversaire de Kelly, et en fait, on se rend compte que c'est sa meuf. Non, mais ils se connaissent d'avant. Mais comment? Il y a eu un Deus Ex Machina, t'as vu? Tu sais quoi, j'avais jamais relevé ça. Non, Ouais, mais c'est vrai. Non, mais il me semble de mémoire qu'elle avait expliqué à une de ses copines, oui, c'était un copain de... Oui, c'est un ami, mais carrément, ta meuf, tu la revois. Normalement, tu dis, ah super, je vais à Seattle, je vais retrouver ma copine. Il tape, bonjour, ça va, tiens, un lapin. Galoche. Ouais. Il l'embrasse. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte, tu vois, mais en voyant le film. Et il y a une explication à ça. C'est qu'il y a eu des scènes dans une version longue. Nous, on n'y a pas eu accès. Et en fait, il s'avère qu'au moment où ils sortent du dojo en courant, donc Jason avec RG se dirige vers chez Jason. Et du coup, t'as RG qui lui dit, oh, t'inquiète, je connais une autre salle, un autre dojo si tu veux. Et l'autre, il est pas du tout chaud. Et il voit un véhicule garé devant chez lui. Il dit, non, c'est encore des amis de ma mère. Et il faut absolument que je fasse la causette avec eux. Et ça me rend fou de discuter. À chaque fois, en gros, je me fais kidnapper. Viens, s'il te plaît, avec moi. Je pose mon sac et ma mère, elle va voir que je suis avec toi. Et du coup, on va pouvoir repartir. Et là, sa mère, elle lui dit, non, mais attends, il y a quelqu'un pour toi. Et lui, il veut absolument pas rester. Elle lui dit, vas-y, il y a quelqu'un et tout. Donc là, il y va un petit peu en reculant. Et c'est Kelly. Et là, elle lui dit, ouais, il lui fait, mais depuis combien de temps t'es là? Je suis revenu hier soir. Hein. Et t'as carrément une séquence où ils sont tous les deux en mode on sort ensemble à Seattle. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, ça a beaucoup plus de sens. Et cette séquence, ça dure 1 minute 30. Et je vais vous la montrer. Oh mon Dieu. Oh, t'es un bon. Ah, c'est une bête. C'est des heures de travail. Hein. Oh mon Dieu. C'est vraiment des heures de travail. Du coup, on a une autre clé de compréhension. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus cohérent. De mémoire, quand il arrive avec son lapin devant la porte, il lui dit bien, t'avais flashé dessus. Mhm. Si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose que tu dis là. Ouais. Du coup, on ne savait pas pourquoi, ni quand, ni comment, mais maintenant on a l'explication. En fait, on a accepté ça en se disant, ouais, il y a des trucs qu'on n'avait pas vus et qu'ils se sont passés entre eux, mais Comme il a dit, le fait qu'ils arrivent, t'étais censé être nouveau dans la ville et hop, tu galoches. c'est ça. Non, mais c'est exact. Ah, il a fait que ça Mais mille. aussi autre chose, le fait que tu sois invité à une fête, tu viens d'arriver. On ne te connaît pas normalement. On passe à pourquoi, pour nous, ce film, il est légendaire. Déjà, les éléments de réponse. Je trouve qu'en termes de thématique, ça évoque, déjà, on a dit le dépassement de soi, la motivation, mais aussi les embrouilles, l'incompréhension avec les parents, les déceptions, les échecs. En gros, ça reflète la vie. La vie. Donc, il y a un vrai potentiel d'identification, et ça, c'est universel, même dans le temps. Autre chose, les combats, ils sont super bien chorégraphiés. Comme je disais, c'est encore bluffant aujourd'hui. On est en 86, alors imagine-toi. Exactement.
le choix des plans, le sound design, le rythme. Là, je parle vraiment que des combats, la fluidité des mouvements, hyper réaliste. C'est impressionnant. On est obligé de parler de ça. Le premier grand écart à l'image de Van Damme sur les cordes. Sur la deuxième corde. C'est la première fois qu'on le voit faire le grand écart avant Full Contact, avant Bloodsport. Et c'est la première fois qu'on voyait ça. On a tous essayé, tous. Toutes les personnes sur cette terre qui ont vu ce film, toutes, j'ai bien dit toutes, ont essayé, bon, sauf les darons, hein, mais bon, on a essayé de faire ce fameux grand écart. Savoir si on peut le faire, c'est juste impossible. On s'entraînait. Tout le monde s'est entraîné à faire le grand écart. Et beaucoup ont pris des cours de kiné par la suite. Ah, vous comprenez, hein. Après, il y a aussi Bruce Lee. Le fait qu'ils mettent dans notre tête Bruce Lee, on s'est dit, mais c'est la suite, en fait. On avait perdu Bruce Lee, et là, en fait, t'as une connexion qui a fait une suite, en fait. Le Bruce Lee, entre guillemets, européen, quoi. Après, on était aussi en pleine période, c'était beaucoup des films d'action, films, tout le style kung-fu, genre de combat, de quoi que ce soit. Et donc, lui, il arrive, comme je dis, il y a un nouveau style. Nous, on avait l'habitude de Jackie Chan, surtout à la maison, tu vois. On avait beaucoup de films de kung-fu avec Jackie Chan, Bruce Lee. Il y a eu plein de films de combat, genre avec, je ne me rappelle plus, il y a un Renoir, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Là. Billy Blanks. Voilà, t'en avais un autre aussi, un blanc là, qui faisait des trucs de kung-fu aussi pareil. Mais c'était bien, mais ça faisait très nanar les films quand tu les voyais. Et lui, il est arrivé avec autre chose. Déjà, il est arrivé avec un charisme de ouf. Franchement, on était comme ça sur lui. Physique. Et comme je t'ai dit, honnêtement, après, par la suite, avec sa filmographie, tout ce qu'il a fait, ses entraînements qu'il faisait, mais quoi que ce soit, t'essayais de les reproduire bêtement à la maison, parce que ce mec-là, il a choqué tout le monde. Je crois qu'en fait, Hollywood a toujours été à la recherche un occidental qui faisait du Bruce Lee, en fait, finalement. À l'époque, c'était David Carradine quand il y a eu le frelon vert à l'époque, tout ça. Voilà, c'était pour des questions de racisme, hein, surtout. Hein. C'est ça. En Occident, on voulait un occidental qui fasse du Bruce Lee, mais... En gros, un second souffle donné par un nouveau représentant, en fait, comme un blanc. Voilà, mais qui correspond au public. Exactement. Parce que David Carradine, moi, je trouvais pas vraiment crédible. Il n'y avait pas de successeur à Bruce Lee, hormis plein de fakes et de clones. C'était des clones. Des imitations. Des imitations. T'avais Jackie Chan qui était dans un autre délire avec c'était plus comique. les cascades, mais aussi avec une partie effectivement plutôt comédie et tout ça. Et c'était sa singularité, c'était son style et il a marché comme ça. On continue. Des répliques qu'on a appris par cœur, qu'on s'est appropriées. T'es un ado, tu prise de bec avec à la maison. Moi, ma mère, elle me disait quand tu perds un loyer, là tu pourras parler. Des fois, quand j'allais chercher un truc, tu vois, au resto, fast-food, j'ai ramené ça. Ma mère, mes frères, tout le monde était content et je leur disais si vous êtes pas cons, je peux vous offrir ça tous les jours. Tu vois, et après, c'était rentré dans les mœurs. Un jour, je me souviens de mon petit frère Samir. J'avais pas de taf, pas de meuf. Mon frère, il regarde les posters de DVD, films, jeux vidéo. Il me dit voilà la cause de tout. Ton petit frère qui te fait ça, qui te met à l'amende comme ça. Donc on avait dit, hein, quand la mariée est jalouse, je chante le blues, là, le printemps. Je pense que c'est, pour ma part, la phrase la plus marquante que tu as retenue. À la base, après quelques petites recherches, c'est une réplique d'une chanson de Bal Musette française qui n'a strictement rien à voir avec la vie d'un étudiant américain de Seattle. La largesse de la part des comédiens doubleurs. Moi, le grand Francky. Me mettre au tapis, il n'y a pas de danger. Et ne serait-ce que voilà, quand t'as Jason qui échange avec Dean et qui lui dit Kelly fait la présentation, il dit je connais. Il y a une pétillance, il y a les répliques en fait vraiment en VF, elles sont mordantes et encore une fois elles ont du sens. On le faisait tous, ça, si tu te souviens bien. Alors après c'est la particularité du quartier où on était. Genre, si tu te rappelles bien, on était tous fans de Van Damme comme des oufs. Et des fois, on se répondait avec des répliques du film. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est ou ça. Même pas juste des répliques. Hein. Avec mon frère, des fois, c'est juste des bruitages. Genre, par exemple, j'étais dans la salle de bain, il devait être dans la chambre. Qui s'abouilla, tu vois. Qui s'abouilla, oui, tu vois. Genre... tu vois ça. Et en fait, il y avait que ceux qui reconnaissaient ce film qui étaient morts de rire. À quel moment ? Quand justement il sauve son daron du bar. Vers le bar. Après il fait son bruitage de Bruce Lee là, tu sais, genre comme ça là. J'avais la même chose avec mes frères. Pareil, à la fin, quand il se bat, t'as et nous on disait Fata. Et c'était Fata, c'est un nom d'arôme. Et là je me sens des trucs trop personnels. Et on était avec mes frères, Fata. Ou même à la fin, tu vois, avec la musique de fin. Nous on disait on savait pas ce qu'il disait, tu vois. Après on sortait des expressions, mais tu sais on traduisait. L'homme de bois, tu faisais des trucs comme ça tout seul et tout.
C'est ça que t'étais mort. C'est comme ça, là. On va enchaîner sur la BO, donc la bande originale. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 BO différentes. Il y en a une pour le marché international, qui est la BO d'origine, composée par Frank Harris. Et tu as une version rééditée aux États-Unis, qui est beaucoup moins bien. Les musiques, ne serait-ce que par exemple la musique d'intro. C'est vraiment à l'époque. Tu as les images du dojo. Oui. Aïe, aïe, aïe. L'anniversaire. L'anniversaire de Kelly. Et là, tu vois les filles au bord de la piscine. Quand il a vidé Michael. Beauté, je suis tout à toi. C'est là où il va se recueillir sur sa tombe. Exactement. Tu sais, il y a un peu de mélancolie, tristesse, recueillement. Et moi, celle-là, je la kiffe. So now you've packed up with me. On comprenait rien aux paroles, mais on l'a chanté. Ah, je m'en souviens très très bien, c'est vrai. Qui raconte une rupture amoureuse à Bottle and a Song. Donc pareil, c'est une chanson qui nous a marqué et on l'entend très très peu. Il faut savoir que ce score, cette bande originale, elle a été ressortie en 2008. Pour dire à quel point, quand même, tu vois, il y a une demande et il y a une qualité qui est mise en œuvre. Je pense pas que ce soit tous les nanars, entre guillemets, en tout cas des films dits nanars, où tu as la BO qui ressort. Donc ça prouve quand même la qualité, en tout cas, de cette composition. Le message du film, c'est un jeune avec des problèmes qui grandit et prend de l'assurance à travers sa pratique des arts martiaux. Moi, je trouve que c'est très salvateur et encore une fois, c'est indémodable en fait. C'est un message universel. C'est vrai que quand je l'ai découvert en 91, moi personnellement, j'aurais jamais imaginé faire un podcast dessus en 2022. Déjà 2022, c'était pas une date imaginable. Faut savoir que le film aussi, il connaît un véritable intérêt en Allemagne. Énormément de fans du film. Alors j'ai essayé d'écouter quelques podcasts, mais à part Karate Tiger, je comprends rien en fait. C'est vrai que Van Damme, c'était la synthèse, comme tu disais Memphis, entre Bruce Lee et les gros balaises qu'on voyait à l'époque. Il était physiquement parfait. On voulait tous faire le grand écart, on voulait tous la boule qu'il avait au niveau du biceps. Il a amené une gestuelle. Carrément. Il a popularisé encore plus le retourné. En termes corporels, il était ni trop gros, trop balèze, ni trop mince, trop fin. En fait, à cette époque-là, t'as vu, surtout les années 90, c'était beaucoup les gros balèzes, genre les mecs, genre les Schwarzenegger, les Stallone, tu voyais qu'il était taillé de fou, ça veut dire pas. Mais il avait un physique, en gros, que tu pouvais croiser dans la rue. On a bien conscience qu'une personne qui découvre le film aujourd'hui, il peut pas comprendre ce que nous, on a vécu et de la manière en fait dont le film nous a touchés. Parce que déjà, on était des pré-ados. Et en plus, la musique, les répliques sont reliées à des éléments d'émotion de notre vie qui nous ont marqués. Exactement. Et donc, forcément, on entend une réplique, on écoute un son. C'est relié, notre cerveau tout de À suite. cette époque. Et voilà, c'est relié à cette époque et à des souvenirs concomitants. Et forcément, tout de suite, ça éveille en nous davantage d'émotions. Maintenant, je te montre ce film-là à quelqu'un qui le découvre aujourd'hui en 2022. Hormis, encore une fois, les combats, la qualité des combats graphiques, il va pas avoir la même... Je suis pas sûr qu'il y ait une accroche. Aujourd'hui, souvent j'en parle avec mon fils parce que j'ai souvent ces conversations-là avec lui, tu vois. J'ai kiffé à l'époque parce que c'était nouveau pour nous de voir des trucs comme ça. Lui, par exemple, il y a des trucs que je vais lui montrer, il va pas trop kiffer ce que je vais dire. Je vais dire parce qu'en fait, ta génération, elle a tellement tout vu, Et elle a accès à tout. avec des qualités tellement supérieures, C'est ça. que nous, en fait, on découvrait tout. Tout était nouveau, en fait, pour nous. Quand nous, on voit Jean-Claude Van Damme, donc dans son premier ou son dernier combat, en fonction du support vidéo dans lequel on découvre le film, ce n'est pas une star. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. On découvre ce gars, on dit mais qui est cette personne ? C'est qui ? Et on est tout de suite électrisé par le charisme, on est tout de suite conquis. Limite, on n'a même pas envie qu'il perde en finale, en vérité. Même si on s'attarde avec Jason et tout, mais on se dit mais ce gars-là, On a envie d'être en fait du côté du méchant pour en voir plus. Parce que déjà, on le voit peu, on le voit un peu au début, il fait un truc spectaculaire et il s'en va et on le revoit plus du film jusqu'à la fin. C'est ce qui génère l'attente en fait. Parce qu'en fait, tu le vois au début, tu sais qu'il y a un mec, il est imbattable.
Il a mis un perfect à son daron. Le boss final. Voilà. Et voilà, tu te dis, on va le revoir bientôt. C'est vraiment une escalade. Voilà, il a fait ça. Et en fait, tout le cheminement du film va être que il va falloir battre ce mec-là. Comme on dit en langage jeu vidéo, tu vas te stuffer au maximum, genre prendre... voilà, je veux dire Mais c'est pas. complètement ça. Il va avoir tout ce parcours de travail, il va avoir tout ce parcours de recherche. Une leçon de vie. Voilà, c'est intemporel. C'est un message intemporel. Il est même devenu meilleur que le meilleur. Parce que de base, le frère de Kelly, c'est lui le boss. Enfin, Et il a du mal, hein, Ivan. Hein. Ouais, il a eu du mal et il a dû commencer à gruger pour... Mais parce qu'il avait quand même des combats avant. Mais tu me dirais, il a mis des perfects. Oh, il a mis le sacré perfect aussi. Hein. Il lui tient bien tête au début. Ouais. Mais tu regardes Jason, il intervient uniquement quand sa copine est agressée. C'est ça. Avant, il C'est s'en ça. bat strictement rien. Il est en train de défoncer le frère de sa meuf, son beauf. Il reste stoïque, il regarde, il dit ah voilà, si je me rappelle, il a cassé la jambe de mon daron. Déjà, c'est quand même. Tu peux déjà intervenir, ne serait-ce que par Non, rapport mais à le ça. problème, c'est qu'il a essayé de les avertir. Ils ont fait les malins. Il lui a dit va t'asseoir Oui. et profite du spectacle. Si par exemple, vous deviez définir ce film en 2-3 mots, dépassement de soi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Et description de la réalité aussi. Parce qu'il y a beaucoup ce truc de bully, là, comme on dit au State. On humilie les gens. T'as plusieurs cas d'humiliation. Avec ses parents, tu vois, on a tous été comme ça devant nos parents à faire les grands et tout, mais au final, on n'avait aucune responsabilité. Leçon de vie. Leçon de vie. Leçon de vie. Voilà. Et toi, Philou? Ouais, moi, j'étais plus parti sur le côté très nostalgique. Ça me remonte tellement en arrière, mais c'est un truc de fou, quoi, tu vois. C'est vraiment une chance qu'on a pu voir ce film À cette époque. Au bon moment. à cette époque. Complètement. Moi, j'ai un autre mot qui me vient en tête, mais je pense que c'est un mot qui vient à personne, en fait, en réalité, à ce moment-là, parce que c'est un peu, ça va de loin. À cette époque-là, on se rendait pas trop compte du contexte politique. En fait, nous, on n'était pas trop, à cette époque-là, politisés. Pas du tout d'ailleurs, mais même pas du tout. Ce que je mettrais comme mot, c'est propagande aussi. Parce qu'en vérité, c'est quoi? C'est finalement des Américains avec un peu de chinoiserie bruxelliesque contre le bloc russe communiste soviétique. Ça, c'est comme tous les films américains, il y a le côté God Bless America. À l'époque du bloc communiste, etc., t'en avais plein des films comme ça où sans pression, ils te mettaient normal des Russes méchants. Ivan Klashinsky et Ivan Drago, en fait. Dans Rocky, il y avait plus un message de faire comprendre que on se fait la guerre, mais en vrai de vrai, c'est il y a un discours à la fin. Tous les profs de philosophie l'ont enseigné dans les meilleures universités du monde. T'es sérieux là? Si vous avez changé et que moi j'ai changé, alors tout le monde peut changer. Parce qu'au début, il se fait huer et à la fin, il se fait applaudir, tu vois. Peut changer, pouvait changer. Non, donc mais voilà. il y a un fond, il y a un sous-texte. C'est vrai, t'as raison. À côté des invraisemblances ou des points faibles ou tout ce qu'on veut du jeu d'acteur un peu pitoyable à certains moments, on va dire la trajectoire du personnage, moi je la trouve super intéressante, grosse leçon de vie. En tout point, que ce soit voilà dans le milieu scolaire, sa vie sociale avec ses amis, à la maison. Le fait de rebondir, parce qu'il se fait quand même bien humilier hein, dans la fête. Hein. C'est ça. Et là, il arrive à retrouver quand même les capacités pour repartir. Donc c'est pour ça que je dis c'est un film aussi sur la résilience. Combien de fois il se fait humilier finalement, si on compte? Il y a eu quand il arrive dans le dojo, il se fait laver par Devant son père. Voilà, devant son père. À l'anniversaire. Anniversaire, il y a eu que des humiliations et plein de mecs à cette époque-là, même vous pouvez en attester. T'étais au collège et il y a plein de mecs ils avaient des petites humiliations de temps en temps, etc. Et finalement, ce genre de film-là, il permet de se dire, putain, mais je suis pas seul en fait, arrêtez à manger ça. Qu'on avait cette capacité d'identification parce que forcément quand tu es jeune tu te recherches ta personnalité, tu recherches des modèles aussi et comme tu dis voilà il se fait humilier au départ sur le premier combat contre Ivan, ensuite avec son père qui déchire tous ses posters et tout ça et qu'il est obligé, il se fait virer de chez lui. Ça c'est puissant quand même ça. Hein. Ouais. Tu sais d'image de dire dégage de la maison quoi. Moi j'ai vraiment vu des films à l'époque comme ça tu vois où, qui te mettaient face à cette réalité. Genre en gros tu suis pas les règles, barre-toi. C'était les valeurs du père contre les valeurs du fils, tu vois. Dans la fête, voilà, c'est la plus grande humiliation. Donc voilà, il a quand même pris cher et au final, bah, c'est lui qui sauve la baraque, c'est lui T'as qui eu sauve... aussi dans le dojo. Pardon, dans le dojo, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure. Non, on l'a dit. Non, pas le premier. Le dojo, oui, quand il s'enfuit avec. Ouais. Dans les deux dojos, il a pris cher dans les Ouais, deux dans le dojos. dojo, finalement. Le dojo s'étend deux bras et dans l'autre, Tac, il. tac, tac, tac. Voilà, il s'étend les deux bras, ouais, exactement. D'ailleurs, il joue bien le mec avec sa coupe plaquée là en arrière là. Quoi que vous fassiez, nous vous aurons. Il est pas mal lui en fait. À lui qui est sur les cordes comme ça, il fait tu fais ça. Tu entends? Franchement, l'ingrédient Bruce Lee ne le mettez pas de côté. Pour nous, l'entrée, tu vois quoi, la vérité, l'entrée de ce mec-là, parce que tu sais, on n'aurait peut-être même pas calculé le film s'il n'y avait pas eu le faux Bruce Tu Lee. m'as demandé de t'aider. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que j'ai vu grand admirateur de Bruce Lee. Je découvre JCVD, je connais pas, je dis c'est qui ce mec? C'est juste une mascarade ce Bruce Lee là. Avec mon ref, chaque fois que le mec il débarque avec ses grands yeux, on se tapait. Le son, fallait le mettre, hein, jamais. Là. Le son, il est là, il est lourd. Tout le côté mystique et tout. Moi, honnêtement, quand en fait, Bruce Lee allait apparaître,
Et j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, Ça va vraiment se faire là. il y a vraiment Bruce Lee qui va apparaître. Et j'ai vu le mec arriver. On sait qu'il était mort, mais tu te dis, en fait, il y aura un truc vraiment de ressemblant, tu sais, maquillage. Dès qu'il est rentré, On s'est dit, wesh, mais oh. on s'est regardé comme ça. Et là, on s'est tapé une barre de rire. Tu m'as demandé de télé. J'ai vu quoi? Il regarde Bruce Lee, enfin, le Bruce Lee, entre guillemets. Il regarde le poster. Mais c'est bien toi. J'en suis sûr et certain, en fait, qu'il a fait ça comme ça, il a regardé le poster pour faire comprendre que, en fait, aux gens, voilà, que c'est Bruce Lee, tu vois. Parce que eux-mêmes, ils devaient se dire, frère, on a pris un Asiate dans la street au hasard. On s'est dit, tu sais lever la jambe? Allez, viens. Non mais la gestuelle, tu dois être comme un wushu. Il est quand même venu avec sa logistique. Hein. Il a ramené ses sacs de sable. les petits- D'outre-tombe, il revient avec tout ça. t'as vu. La salle du début et la salle de la fin, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un vrai dojo, genre le mec, il a tout. Et est revenu d'outre-tombe avec tout son tard, tout son stuff, staff technique, tout ce que tu veux. Mais ensuite, il lui a dit, tu dois changer ton esprit. Il a eu les 2 verres, parce que ça, les gars... Le coquin. Non. Et Bruce Lee, il revient comme il est parti. Hein. À la fin, il n'y a pas d'envoi. Même pas Tranquille, bon d'envoi, rien. courage, truc. Ah, j'ai réussi. Il se retourne, Ikaab, normal. Genre, en gros, j'ai plus rien à t'apprendre. En fait, le coup de pied, en fait, retourné qu'il va apprendre, c'était le coup ultime. Genre, en gros, j'ai plus rien à t'apprendre et il se barre. Mais il y a une scène aussi qui est quand même assez intéressante, c'est quand RJ va le voir et il se rend compte que en fait, il s'entraîne tout seul. Oui. En fait, il s'entraîne tout seul en vérité. Il voit pas l'esprit. Mais RJ, il dit, mais en fait, t'es tout seul même quand il recule sur lui. Il dit, mais toi, t'es un fou, toi. Enfin, C'est intéressant si quand on même, va un petit peu ce plus côté loin. métaphysique. Est-ce que Bruce Lee a vraiment été là? Ou alors est-ce que c'est vraiment dans l'imagination de Jason? Et en effet, RJ a vu qu'il était seul et puis qu'il s'imaginait peut-être des trucs. Ah, genre, il y croit tellement. Parce que, qu'il voilà. a quand même étudié Bruce Lee, Jason. Il a quand même étudié tous ses coups. Il avait déjà toutes ses connaissances. Il fallait juste les mettre en pratique. Je pense que c'est bien de garder le mystère, de garder un peu le côté ambigu. Mais je trouve que c'est encore mieux si effectivement, comme RJ l'a vu, qu'en fait, il était tout seul, en vérité. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est encore plus fort. Par lui-même, il s'est auto-convaincu d'être l'élève de Bruce Lee. Et je trouve que c'est super intéressant. Sinon, on aurait pu trouver le film dans le rayon fantastique. Non, mais c'est vrai, tu as raison de le dire. Ouais. Bah, je pense que c'est plus comme ça que ça s'est passé, justement. C'était un parallèle avec la série Dexter, par exemple. Son père qui est mort depuis X temps, toute la série, son père, il est là pour le conseiller. Genre comme s'il était vraiment physiquement là. D'accord, ouais. Et des fois, ça l'empêche de faire des trucs ou de prendre des mauvaises décisions. Ça doit être un délire comme ça où genre tellement il y croit à fond ou tellement il est désespéré, ton esprit te joue des tours, tu vas se dire, oh pas. Et lui, il est à fond dedans, il y croit vraiment. Mais il se prend vraiment des tartes aussi. Il se prend vraiment des coups par Bruce Lee. Mais après, quand t'es dans ton truc, tu peux aussi, tu vois, t'imaginer de prendre des coups. Tu vois, ton corps, en fait, tu vois, comme quelqu'un qui est malade, t'as l'effet placebo. De laisser planer, en fait, Le doute. le doute, on ne sait pas. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est un film qui a eu plusieurs suites. Et souvent, quand les films sont cotés, ils ont souvent des suites. Ou en tout cas, une certaine popularité ou un certain succès. Ouais, mais jamais à la hauteur du... Karate Tiger 2 avec Cynthia Rothrock, ça n'a strictement rien à voir. Jamais vu. La bande-annonce, elle est d'une nanardité, mais vraiment, tu dis, c'est une parodie, c'est pas possible. Et mon préféré, alors c'est pas une suite de Karate Tiger, mais c'est un film qui surfe avec le succès de Karate Kid. Ça s'appelle Karate Warrior. C'est un film italien de Fabrizio De Angelis, une espèce de Karate Kid aux Philippines. Donc Karate Warrior, c'est marqué le nouveau kid du karaté. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc, pour finir, on va recommander donc 2 films beaucoup plus sérieux dans la même veine. Forcément Karate Kid, de John J. Avildsen, sorti en 84, dont Karate Tiger s'inspire, il faut le dire. Donc John J. Avildsen, qui est aussi le réalisateur de Rocky 1 et Rocky 5. Et un autre film qui s'appelle Sidekick, je ne sais pas si ça vous parle, de Aaron Norris, sorti en 1992 avec Chuck Norris. Ça vous parle ? Non. Oui. C'est un jeune qui est fan de Chuck Norris et il s'imagine de jouer avec lui dans ses films, donc dans les films de Chuck. Et c'est lui aussi un souffre-douleur dans son école. Il est asthmatique et il va être pris sous les ailes d'un maître tout en continuant à avoir des visions de Chuck qui l'encouragent. Donc Sidekick de Aaron Norris, sorti en 92. Et voilà, il ne me reste plus qu'à remercier donc mes invités. J'ai une petite dernière nouvelle. Je compte très bientôt organiser une projection sur Paris de Karate Tiger en version remasterisée en HD et en VF et avec des surprises. Je suis en train de préparer du très très lourd.
Alors, compte sur moi. Bah, déjà, que tu Donc, puisses. non, mais vous êtes déjà invité. Ça, c'est une évidence dans le coin VIP avec des kawaii rouges. Adidas. J'ai pas vu le temps passer. Le fait de se replonger dans ce film, ça m'a vraiment remis dans mon enfance, hein, presque. Ah, ça te j'ai envie de ramène dire. loin en arrière. Ça me ramène très très loin, mais je trouve que c'était important de redorer le blason de ce film. Il suffit juste de voir sur YouTube certains extraits. Vous avez des commentaires où il y a des gens où tu sens qu'ils ont un vrai engouement et un vrai amour pour ce film. Ouais. C'est pas du tout un nanar. Des gens disent vraiment, il y a la nostalgie, mais il y a aussi tous les aspects là, tous les points forts qu'on a mis en avant. Voilà, il a un statut particulier. Donc, il y a vraiment des gens à ta connaissance qui connaissent le film comme nous, on le connaît. Exactement. Il y a vraiment des gens qui partagent vraiment cette même. Cette même analyse, bien sûr, les points faibles, on aurait pu en parler encore plus, mais la qualité de jeu, c'est sûr que les mecs, ils n'ont pas fait l'acteur studio à New York, c'est pas Ali Strasberg, Stanislavski, c'est assez surjoué, notamment le grand frère qui joue Yann, frère de Kelly. Ouais, quand il fait le nerveux, là. Tu sens que voilà, c'est un peu faiblard, mais hormis ça, je pense que ça vaut le coup de redécouvrir ce film-là. Ouais. C'est un bon divertissement. Je ne vais pas vous dire que c'est un film d'auteur ou que c'est un film qui va égayer votre semaine, mais au moins, vous allez vous rendre compte. Et surtout, encore une fois, j'insiste, mais les chorégraphies, c'est vraiment Les combats, ils sont bluffant. vraiment stylés. Les combats, ils sont vraiment, Ouais, vraiment stylés. stylés. C'est impressionnant. Merci donc à mes invités. Merci à toi. Sans t'en ref. C'était vraiment un plaisir de se replonger dans ce film. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les plateformes audio. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Ciao. Et on termine avec, forcément, j'étais obligé. La pépite. Merci à tous, à bientôt. Salut, salut.